Les rues pavées, étroites et irrégulières, résonnaient du cliquetis des sabots et du froissement des sandales, mêlant la poussière et l'odeur âcre des bêtes à celle de l'huile et du vin renversé. Les colonnades blanches captaient la lumière du soleil, tandis que les ombres glissaient entre les portiques, créant des jeux de formes mouvantes. La cité, conquérante et fière, portait la mémoire des victoires et des pillages, mais révélait aussi la fragilité de son ordre. Au centre, le forum bruissait de voix. Les orateurs déroulaient des discours, enchaînant phrases et gestes, gestes qui pesaient sur l'air comme des serments ou des menaces. Les citoyens écoutaient, certains captivés, d'autres méfiants, chacun observant le monde à travers le prisme de ses besoins et de ses ambitions. L'argent affluait dans les mains des riches, et les pauvres restaient à la marge, leurs petites terres absorbées par des domaines immenses, cultivés par des esclaves. Les soldats rentrés des campagnes se heurtaient à la réalité. Les promesses de terre et de récompense s'étaient dissipées, et leur fidélité, nourrie de sacrifices, restait souvent ignorée. Rome avait conquis le monde, mais peinait à se gouverner elle-même. Dans cette cité de paradoxes, un nom surgissait déjà, discret mais chargé d'une présence inhabituelle. César. Les murmures le désignaient encore comme un jeune homme parmi d'autres, mais certains percevaient dans son regard une intensité qui ne trompait pas. Ses yeux, sombres et pénétrants, semblaient observer tout, retenir chaque détail et mesurer les failles invisibles de la ville. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque murmure portait en lui la possibilité d'une transformation future, encore indistincte mais déjà latente. Ses pas le menaient à travers le quartier de Subura, ses maisons serrées et ses rues étroites, où la vie s'entrelace avec le bruit et la poussière. Les marchands y vendaient leurs olives, leurs vins, leurs étoffes, tandis que les enfants couraient entre les pieds des passants et que les esclaves s'affairaient sans reconnaissance. Dans ce chaos apparent, le jeune homme se déplaçait avec une assurance tranquille, comme si l'agitation ambiante ne pouvait affecter sa propre constance. La cité semblait l'observer, sentir en lui une force latente, un souffle de destin encore à révéler. La fragilité de Rome se manifestait dans ses contrastes, temples imposants et maisons modestes, richesse opulente et pauvreté omniprésente, honneur officiel et trahison secrète. Les vicissitudes de la ville, sa tension permanente entre grandeur et instabilité, façonnaient déjà son esprit. La discipline de sa mère, la modestie relative de sa famille, la précocité de ses études et l'acuité de son regard, tout cela composait un ensemble harmonieux et résolu, capable de transformer l'observation en stratégie, la patience en action. L'ombre de son nom grandissait doucement parmi les murmures de la ville, enveloppant l'air d'une attente invisible. La cité entière semblait suspendue à cette présence qui n'était pas encore pleinement visible, à ce souffle qui annoncerait la transformation du monde. Les murs anciens, les colonnades, les forums et les marchés résonnaient avec cette anticipation muette, comme si chaque pierre, chaque voix et chaque regard pressentait l'émergence de celui qui, un jour, serait capable de concentrer sur lui-même les forces multiples de Rome. Rome, à la fois majestueuse et instable, continuait sa respiration lente et dense, tandis que le jeune César avançait, silencieux, attentif, déjà sculpté par la ville et ses contradictions. Les bruits de la cité s'estompaient en un rythme intérieur. Les murmures devenaient presque imperceptibles, et le nom,
à peine chuchotées, semblaient flotter dans l'air chaud, annonçant la silhouette qui, bientôt, dépasserait toutes les ombres et se dresserait au centre de l'histoire. César, une présence qui déjà transformait la cité, sans éclat, sans violence, mais par la seule force de son regard et de son esprit, annonçant le destin qui s'apprêtait à se déployer sur Rome. Dans le quartier du Suburra, les maisons se pressaient les unes contre les autres, étroites et sombres, tandis que la poussière des rues se mêlait à l'odeur du pain cuit. C'est là, au cœur de ce labyrinthe urbain, que naquit l'enfant. Sa famille, les Jules, appartenait à une ancienne lignée patricienne, dont l'éclat avait décliné au fil des générations. Loin des fastes du Palatin, leur demeure reflétait la solitude d'une gloire passée et la sobriété d'un avenir incertain. Le père, conscient de la faiblesse de sa maison, mourut quand l'enfant avait 16 ans. Sa disparition laissa un vide profond, et la mère devint le pilier du foyer. Aurélia, femme d'une intelligence aiguë et d'une rigueur inflexible, insuffla à son fils discipline, constance et sens de l'honneur. Elle suivait chacun de ses pas, veillant à ce que la réflexion accompagne toujours l'effort et que la patience équilibre la curiosité. L'enfant grandit parmi les livres et les conversations. Lettres grecques et latines s'entremêlaient dans son apprentissage, chaque mot gravant en lui la mémoire des anciens. La philosophie se glissait dans ses jeux, la rhétorique dans ses discussions. Même les plus jeunes voisins remarquaient sa capacité à retenir des récits, à saisir les nuances derrière les paroles. Son regard, déjà singulier, observait le monde avec intensité, captant gestes subtils, tensions invisibles, espoir et peur dissimulées. Les rues du Suburra formaient un terrain d'apprentissage impitoyable. L'enfant y percevait les hiérarchies invisibles, les alliances fragiles et les rivalités constantes. Il voyait les marchands dominés par la ruse, les artisans défendre leur fierté et les plus pauvres résister à l'injustice. Chacune de ces scènes s'imprimait comme une leçon silencieuse sur le pouvoir et sur la nécessité de comprendre avant d'agir. Ses promenades à travers Rome l'instruisaient aussi. Les temples imposants inspiraient le respect des dieux et des traditions. Les marchés révélaient force et faiblesse des hommes, tandis que les forums, où les anciens débattaient, lui montraient la fragilité des institutions. Ces instants lui apprenaient ce qu'aucun livre ne pouvait offrir: l'art de l'attention, de la stratégie et de la patience. Chaque regard croisé, chaque murmure entendu, chaque réaction observée devenait une pièce du futur qu'il construisait. Son intelligence naturelle, nourrie par la rigueur maternelle, forgeait une harmonie rare. Sensibilité et stratégie, attention et audace, réflexion et anticipation. Chaque mot entendu, chaque nuance de ton enrichissait son regard sur les hommes et sur la cité. L'enfant du Suburra portait déjà dans ses yeux et dans sa mémoire les traces de son futur destin. La modestie familiale, la perte du père, la vigilance maternelle et la vie quotidienne dans ce quartier bruyant sculptaient en lui une patience et une force intérieure discrètes mais indéniables. Chaque pierre, chaque visage rencontré nourrissait son esprit, préparant le souffle d'une grandeur encore invisible, mais déjà inscrite dans le silence de son enfance. Les rues, les forums et les portiques étaient encore animés de la vie quotidienne, mais sous ce voile familier se jouait une violence discrète,
profonde et inévitable. Les alliances se formaient et se rompaient comme des ombres sur les murs des temples, et chaque geste politique portait la menace latente de la guerre. À cette époque, Marius et Sylla dominaient les esprits et les rues, chacun incarnant une vision opposée de la cité. Marius, né humblement, avait su conquérir la loyauté des soldats et des citoyens ordinaires par ses réformes et son audace. Sylla, aristocratique et rigide, se dressait pour protéger l'autorité du Sénat et les privilèges de la noblesse. Leurs désaccords n'étaient pas de simples conflits de mots, mais de véritables tremblements de la terre, sur lesquels l'avenir de Rome reposait. Le jeune César observait, absorbait et mesurait chaque mouvement, chaque décision, chaque conséquence. Les marches de Sylla vers la ville, la brutalité des purges et les listes des proscrits révélaient la fragilité des lois et la facilité avec laquelle le pouvoir pouvait devenir tyrannie. La loyauté des hommes changeait de camp, la vie se monnayait dans la peur, et les familles étaient dispersées, réduites au silence ou détruites. Le spectacle de cette violence, même lointain, imprégnait l'esprit du jeune homme d'une certitude. La force brute et la ruse pouvaient modeler la destinée d'une cité entière. Lorsque Sylla exigea qu'il renonce à sa jeune épouse, fille de la faction adverse, le jeune César fut confronté à la dureté du choix. Obéir aurait signifié la sécurité et la préservation de son héritage, mais refuser imposait la fuite et le danger. Son refus, silencieux mais ferme, fit basculer sa vie dans l'incertitude. Les rues de Rome devinrent trop étroites, trop exposées, et le danger imprévisible le contraignit à quitter la ville. La fuite le mena dans les marais, là où la terre retenait l'eau stagnante et où le soleil se noyait dans la brume matinale. La maladie le frappa, oscillant entre fièvre et épuisement, et chaque pas demandait une force que peu auraient pu rassembler. Les nuits étaient longues et silencieuses, seulement interrompues par le bruissement des roseaux et le chant lointain des oiseaux aquatiques. Là, dans la solitude de ces paysages humides, le jeune homme apprit à survivre, à observer sans attirer l'attention, à comprendre la fragilité des corps et des institutions. La force de l'homme ne résidait pas uniquement dans ses alliances ou ses armes, mais dans sa capacité à percevoir les failles de ses ennemis et à tenir son esprit libre malgré la peur. La fragilité de Rome, ses institutions corrompues et ses lois facilement contournées devenaient pour lui des images claires et nettes, comme des pierres gravées dans la mémoire. L'expérience de la fuite et de la maladie laissait dans son esprit des traces durables, un mélange d'acuité et de patience qui serait plus tard le fondement de sa stratégie et de sa vision. Il se souvenait des maisons silencieuses où il n'était plus le maître, des visages amis devenus ennemis, des listes de proscrits qui transformaient le voisin en traître. Chaque scène imprimait une leçon sur la loyauté, la survie et la manière dont les hommes réagissaient face au danger. Les rues de Rome, autrefois théâtre de son apprentissage civique, lui apparaissaient désormais comme un échiquier instable, où la vie et la mort se déplaçaient au rythme des ambitions. Et pourtant, dans ce chaos, dans cette violence latente, se formait en lui une force nouvelle. Les épreuves qui auraient pu écraser un esprit plus fragile éveillaient en lui une audace silencieuse. La certitude que la sécurité n'était jamais acquise, que la survie dépendait de la vigilance et de la maîtrise de soi, se mêlait à une ambition encore informe, mais pressante. Chaque jour passé dans la peur et l'isolement consolidait cette énergie intérieure, façonnant un homme capable de percevoir les opportunités que d'autres ne verraient jamais et de les saisir avec une prudence presque invisible.
La cité, sous ses tumultes et ses violences, devint un miroir dans lequel le jeune César voyait les fragilités et les forces, les injustices et les stratégies. L'observation patiente, la fuite et la maladie lui enseignèrent que le destin ne se recevait pas passivement, qu'il se forgeait dans l'expérience, la résilience et la compréhension des hommes. Ces leçons silencieuses, gravées par la peur et le danger, allaient devenir les fondations invisibles de son ambition future, la flamme discrète mais persistante qui guiderait ses pas vers le sommet. Dans le silence des marais, dans les ombres mouvantes des rues de Rome, se préparait déjà celui qui, plus tard, saurait transformer la fragilité en pouvoir, la fuite en stratégie et l'observation en domination. Le retour à Rome s'accompagna d'une cité encore marquée par les cicatrices des purges et des guerres civiles. Les rues bruissaient d'une vie qui semblait normale, mais les échos de la violence passée persistaient dans les regards, dans les silences et dans la manière dont chacun évitait certains noms et certaines alliances. Dans ce cadre fragile et mouvant, le jeune homme reprit place dans le monde des hommes, conscient que chaque geste, chaque mot, chaque regard pouvait peser plus lourd que prévu. Ses premiers pas furent modestes, mais déterminés. L'entrée dans la vie publique s'accompagnait d'un mélange de prudence et de curiosité. Les assemblées, les tribunes et les forums devinrent autant de lieux d'observation où il mesurait la force des alliances et la fragilité des lois. Son éducation passée, sa mémoire déjà exceptionnelle et son regard perçant lui permettaient de discerner ce qui échappait à la plupart, les motivations cachées, les promesses non tenues, les hésitations à peine visibles. Chaque instant était une leçon silencieuse sur la nature du pouvoir, sur la manière dont les hommes agissaient lorsqu'ils se croyaient observés ou lorsqu'ils pensaient être seuls. La vie militaire l'attira bientôt au-delà des frontières de Rome. Son service en Asie offrit un premier contact avec les campagnes, les marches et les sièges, mais aussi avec les intrigues locales et les diplomaties des royaumes voisins. Les paysages, les ports et les cités lointaines, si différents de la poussière de Subura, éveillaient un mélange de fascination et de prudence. Chaque rencontre, chaque mission, chaque ordre exécuté ou observé ajoutait à son expérience, affinant son sens de l'organisation, de la stratégie et de la relation entre commandants et hommes. Une ombre inattendue se posa sur cette période lorsqu'une expédition maritime le conduisit sur les eaux agitées de la mer Égée. Capturé par des pirates, il fut d'abord confronté à l'humiliation et au danger immédiat. Pourtant, dans cette captivité apparente, son esprit resta maître de la situation. Il observa ses geôliers, comprit leurs habitudes et leurs faiblesses, et parla avec un mélange d'assurance et d'humour qui intriguait et déconcertait à la fois. Les semaines de détention se transformèrent en une démonstration silencieuse de patience, d'autorité et de clairvoyance. Les pirates, qui avaient cru tenir un jeune homme faible, découvrirent bientôt que leur captive n'était pas seulement courageuse, mais capable de planifier sa libération et de transformer la peur en puissance. Cet épisode, presque anecdotique pour certains, laissa dans son esprit une certitude durable. La maîtrise de soi et la compréhension de l'autre sont parfois plus décisives que la force brute. Et lorsque le moment de la libération arriva, il agissait avec une précision et une fermeté qui laissaient une trace indélébile, démontrant déjà son aptitude à transformer chaque défi en opportunité. Entre ses expériences militaires et ses épreuves inattendues, il poursuivit son apprentissage de la parole et de la rhétorique en Grèce, auprès de maîtres réputés pour leur éloquence. Les amphithéâtres, les portiques et les bibliothèques devinrent des lieux d'ascèse intellectuelle, où chaque mot, chaque inflexion et chaque silence étaient soigneusement pesés. La beauté des discours, la clarté des idées et la force de la conviction
se gravèrent dans son esprit comme des outils qu'il utiliserait plus tard avec une précision inégalée. Déjà, dans cette période de formation, certains commencèrent à remarquer sa présence. La combinaison de son intelligence, de son charme et de sa détermination attirait les regards sans effort apparent. Les alliances se formaient autour de lui, non par manipulation directe, mais par la simple force d'un esprit capable d'allier rigueur et sensibilité, ambition et maîtrise de soi. Il apprenait à se mouvoir parmi les hommes avec élégance, à comprendre les tensions invisibles, à mesurer les désirs et les craintes de chacun. Ainsi se dessinait la figure d'un jeune homme dont l'expérience s'élargissait à chaque instant. Les campagnes l'avaient confronté au danger et à l'ordre du monde, la captivité lui avait appris l'autorité et la patience, les études en Grèce avaient aiguisé sa parole et son esprit. Dans ce mélange de vie pratique et d'ascèse intellectuelle, il se construisait en silence, transformant chaque expérience en force, chaque obstacle en enseignement, chaque regard en anticipation. Les premiers pas dans le monde avaient façonné un homme capable de naviguer entre les extrêmes de la violence et de la diplomatie, entre l'humilité de l'apprentissage et la certitude de sa destinée. Les contours de César, encore jeunes et mobiles, commençaient à se préciser, révélant déjà la capacité de l'homme à séduire, à comprendre et à maîtriser le monde qui l'entourait. Le retour à Rome signifiait pas le repos. La cité, encore fragile sous les cicatrices des purges passées, continuait de vibrer sous le souffle des ambitions et des alliances. Les institutions, bien que toujours en place, n'étaient plus que des formes à remplir, des rites à observer. Dans ce monde où les lois semblaient malléables et où le pouvoir se mesurait à la capacité de rassembler et de persuader, le jeune César reprit sa marche silencieuse vers la reconnaissance et l'influence. Les alliances se tissaient avec précaution. Chaque amitié, chaque pacte, chaque soutien politique portait en lui la promesse de nouvelles possibilités. L'intelligence et la perspicacité de César lui permettaient de discerner les forces et les faiblesses, d'anticiper les désirs et les craintes, de percevoir ce que d'autres laissaient passer inaperçus. Les intrigues du Sénat et les discussions dans les forums n'étaient pas seulement des épreuves à franchir, mais des cartes qu'il explorait, où chaque mouvement pouvait transformer le cours des événements. Puis vint la Gaule, vaste et indomptée, avec ses rivières lentes et ses forêts profondes. Le paysage s'étendait sous ses yeux comme une mer de vert et de brun, où chaque colline, chaque vallée, chaque cours d'eau semblait respirer une vie propre. Les peuples qui y vivaient étaient farouches et libres, attachés à leurs terres et à leurs coutumes, défiant toute domination extérieure. Pour César, cette contrée offrait un théâtre immense, où la stratégie, la patience et la force intérieure pouvaient se déployer pleinement. Les batailles, loin d'être des démonstrations de violence gratuite, apparaissaient comme des rythmes à comprendre et à harmoniser. Chaque mouvement des légions, chaque formation, chaque avancée sur le terrain était un dialogue avec le paysage, une conversation silencieuse entre l'homme et le monde. Les rivières et les collines dictaient les déplacements, les forêts offraient refuge et surprise. Dans cette interaction, César développait une perception presque mystique, un sentiment que le destin et le lieu s'entrelaçaient, que sa volonté pouvait façonner non seulement le combat, mais aussi la réalité autour de lui. Les peuples gaulois, dans leur résistance et leur fierté, enseignaient à César des leçons invisibles. La diversité des tactiques, la créativité dans la défense, la loyauté et la détermination de ces hommes et femmes façonnaient son regard. La Gaule elle-même semblait répondre à sa présence,
les plaines vastes et silencieuses, les forêts anciennes et les collines escarpées devenaient des partenaires dans la conduite de ces campagnes. La nature n'était pas seulement un décor, mais une force à écouter et à intégrer. Dans cette relation, l'homme et le paysage se mêlaient, et chaque mouvement de l'un influençait la réponse de l'autre. La conquête prenait alors un sens plus profond. Elle n'était pas seulement politique, mais existentielle. Une découverte de sa propre capacité à comprendre et à harmoniser ce qui l'entourait. À Rome, les alliances construites et les rapports politiques maintenus formaient l'autre face de cette ascension. La ville, avec ses rituels, ses intrigues et ses ambitions visibles et cachées, continuait de murmurer à son esprit. La combinaison des succès militaires et de la finesse politique amplifiait sa présence, tissant autour de lui une influence qui dépassait la simple admiration. Il n'était plus seulement un observateur ou un participant, il devenait le centre invisible des mouvements, un point de gravité autour duquel tout semblait converger. La transformation s'opérait silencieusement, intérieurement. La force, l'intelligence et la stratégie s'unissaient à un sens du destin qui dépassait la simple ambition. Les victoires en Gaule n'étaient pas des triomphes superficiels, mais des jalons dans la compréhension profonde de ce que signifiait diriger et transformer. La relation avec la terre, les hommes et les événements formaient un tissu intime et cohérent où chaque décision résonnait au-delà de l'instant. Ainsi, dans les campagnes lointaines et les palais de Rome, dans les alliances politiques et les batailles en forêt ou sur la plaine, se construisait l'homme capable de transformer le monde. La Gaule, vaste et sauvage, avait été à la fois une épreuve et un miroir, révélant les forces et les subtilités de celui qui marchait désormais au rythme de sa propre destinée, mêlant observation, action et contemplation dans une ascension presque inexorable. Chaque victoire, chaque alliance, chaque paysage parcouru ajoutait une couche à son esprit, une profondeur à sa vision, un murmure de destin qui le guidait sans jamais précipiter ses pas. L'ascension ne se mesurait pas seulement aux conquêtes visibles, mais à l'unification silencieuse de toutes les expériences, de tous les obstacles et de toutes les perceptions, préparant l'homme à ce qui, bientôt, deviendrait inévitable. Le Rubicon se dressait devant lui, mince et silencieux, un trait d'eau qui séparait le connu de l'inconnu, la sécurité de l'audace. La rivière n'était ni large ni profonde, mais son franchissement représentait la rupture définitive avec les règles établies, avec les lois que la République avait imposées pour contenir l'ambition humaine. Le geste de passer était simple, mais sa signification pesait lourdement, comme une promesse silencieuse que le monde ne serait jamais plus le même. César avançait avec calme, chaque pas mesuré, chaque regard posé sur le courant lent et reflétant le ciel bas. La rivière ne résistait pas, mais elle marquait un seuil que nul homme ne franchissait sans conscience de ce qui suivrait. Derrière lui, Rome restait intacte dans sa forme, mais sa substance commençait déjà à se transformer. L'acte d'audace n'était pas une impulsion irréfléchie, mais le choix silencieux de celui qui avait observé, appris et patienté pendant des années. Il savait que le franchissement du Rubicon scellerait la destinée de la cité, mais il avançait néanmoins, guidé par une certitude tranquille et profonde. Les jours suivants furent traversés par la guerre civile, mais dans un rythme étrange, presque méditatif. Les armées avançaient, les campagnes s'étendaient, les villes ouvraient ou fermaient leurs portes, et les mouvements humains se succédaient comme des vagues sur une mer calme sous un ciel crépusculaire. La violence n'était pas ignorée, mais elle se déroulait avec une forme d'inéluctabilité tranquille, comme si le temps lui-même acceptait la nécessité de ces changements. Chaque victoire, chaque siège, chaque confrontation était observée avec un mélange de précision et de retenue, transformant la stratégie en une sorte de méditation en l'action.
La progression vers Rome n'était pas une marche triomphale bruyante, mais une lente infiltration dans le cœur même du pouvoir. Les alliances se redéfinissaient, les loyautés changeaient, et chaque décision résonnait au-delà des lignes de bataille. La guerre civile n'était pas seulement un conflit politique, elle devenait un miroir de la nature humaine, révélant la fragilité, la peur et la loyauté, toutes observées avec un regard attentif et sans hâte. Lorsque la victoire se dessina, Rome elle-même sembla suspendre son souffle. La ville, qui avait résisté aux purges et aux révoltes, accueillait maintenant un homme dont la présence seule transformait les formes de la République. Les sénateurs, les magistrats et les citoyens réalisaient dans un silence lourd de signification que l'équilibre ancien avait été rompu. Les institutions continuaient de fonctionner, mais elles ne guidaient plus la cité, elles reflétaient les contours du pouvoir, concentrés dans une seule main. Un pouvoir accepté non par la force immédiate, mais par la certitude silencieuse que rien ne pourrait l'entraver. La dictature s'installa alors, non comme un éclat violent, mais comme un crépuscule lent et continu, où chaque décision, chaque décret et chaque observation de la ville formaient un tissu de contrôle et d'influence. César gouvernait avec une conscience profonde que chaque geste comportait un prix, que chaque avantage obtenu pouvait engendrer une perte future. La connaissance de la fragilité de Rome, acquise dans les années d'observation et de fuite, pesait sur ses épaules comme une ombre silencieuse. Même dans l'exercice de la puissance, il semblait pressentir que tout pouvoir portait avec lui son revers, que chaque triomphe contenait déjà la graine de son défi suivant. Les rues de Rome, sous sa direction, continuaient de respirer et de vibrer, mais elles n'étaient plus les mêmes. Les rituels, les cérémonies et les discours se poursuivaient, donnant l'illusion de continuité. Mais derrière ces formes, l'essence de la République avait changé. La concentration du pouvoir, la maîtrise des hommes et des événements, la capacité à anticiper les réactions et à modeler les décisions formaient maintenant le tissu invisible de la cité. César, dans ce crépuscule calme mais intense, observait chaque mouvement, chaque murmure, chaque signe, conscient que la maîtrise de Rome exigeait une vigilance constante et que l'audace avait un prix que seule la prudence pouvait tempérer. Le franchissement du Rubicon n'était plus simplement un acte isolé, mais le début d'une transformation silencieuse, profonde et irréversible. La guerre civile, la victoire et la dictature formaient un continuum où l'action et la réflexion, le courage et la prudence se mêlaient en un équilibre fragile. Le Sénat, vaste et silencieux, semblait retenir son souffle. Les colonnes anciennes, les portiques solennels et les marbres lisses formaient une scène figée dans le temps, comme si les pierres elles-mêmes avaient anticipé ce qui allait se jouer. Dans la lumière diffuse, chaque visage trahissait une tension invisible, chaque geste se mesurait à la gravité d'un destin partagé. La conjuration s'organisait dans l'ombre, discrète, presque imperceptible. Les lames attendaient dans le creux des mains, silencieuses et promises à un mouvement précis. César entra, majestueux, sans ostentation, maître de son calme et de son allure. Il avançait avec la certitude d'un homme qui connaît le poids de sa propre existence et la fragilité des institutions qu'il avait façonnées. Les murmures parcouraient les rangs, mais il ne semblait pas les entendre. Son regard pénétrant et immobile balayait l'espace, captant l'invisible, anticipant les mouvements encore secrets. Chaque pas le rapprochait du moment ultime, et pourtant il avançait sans précipitation, comme si le temps lui-même s'était ralenti pour lui permettre de mesurer la portée de ce qui allait advenir. Puis, dans un éclat furtif, les lames se levèrent et s'abattirent. Le bruit, aigu et soudain,
déchira le silence d'une manière que seule la pierre pouvait absorber et restituer. César chancela, mais l'on sentait encore dans ses gestes la maîtrise de l'homme qui avait observé et anticipé 1000 mouvements. Le corps s'inclina, les plis du vêtement s'étirèrent, et le temps sembla suspendre son cours. La mort, pourtant inévitable, ne ressemblait à aucune violence triviale. Elle apparaissait comme une transformation silencieuse, un passage où l'homme quittait la forme matérielle pour rejoindre quelque chose de plus vaste. Les conspirateurs, figés dans l'action et la surprise, sentirent immédiatement que quelque chose d'invisible persistait. Le Sénat, pourtant habitué aux intrigues et aux luttes de pouvoir, accueillait un silence qui n'appartenait à aucune république, à aucune faction. La mort de César ne réduisait pas sa présence, elle la modifiait, la rendait diffuse, imprégnant l'espace et le temps. L'homme tombé laissait derrière lui une ombre qui, loin de s'éteindre, semblait s'étendre et traverser les siècles. Dans les rues de Rome, dans les forums, dans les portiques et les temples, les murmures de ce jour précis se transformèrent en résonances plus subtiles. Les histoires circulaient, les voix chuchotaient, et la mémoire de l'homme qui avait concentré la force et la stratégie se mêlait aux légendes de la cité. César devenait à la fois absent et omniprésent, une présence silencieuse qui traversait les lieux et les âges, un souffle discret qui persistait dans le murmure du vent et dans le mouvement des hommes. La violence de la conjuration s'effaçait devant la portée de l'ombre qui restait. Ce n'était plus un récit de sang et de vengeance, mais une méditation sur le passage, sur ce qui demeure lorsque le corps disparaît. Les hommes, les institutions et les villes continuaient leur existence, mais quelque chose d'invisible les accompagnait, un écho de la force, de la volonté et de l'acuité d'un esprit qui avait transformé le monde. Et au-delà des villes, des batailles et des lois, il y avait cette certitude silencieuse. Un nom, un souffle, une présence pouvait franchir le temps. César, dans sa chute, devenait une figure de mémoire et de rêve, une silhouette qui se glissait dans les songes, un compagnon discret dans l'espace intérieur de chacun. Les nuits, les rêves et les pensées intimes accueillaient cette ombre avec la douceur d'une mélodie lointaine, comme si l'homme continuait à observer et à guider, non plus avec la main sur le glaive, mais avec la force tranquille de la mémoire et de l'imaginaire. Ainsi, la fin matérielle n'était qu'une transition. Le souffle de César persistait dans le monde qu'il avait façonné et dans les vies qu'il avait touchées. Les rivières qu'il avait traversées, les collines qu'il avait parcourues, les villes qu'il avait gouvernées, tout conservait une trace de sa présence. Même l'air semblait chargé de son esprit, porteur d'une force qui ne s'éteint jamais complètement, un lien entre le tangible et l'intemporel, entre la cité et le rêve. Dans le silence qui sut la mort, dans la lumière crépusculaire des forums et des jardins, il est possible de sentir encore cette ombre. Elle ne réclame rien, n'exige pas de reconnaissance, mais accompagne l'histoire et les songes. Elle glisse dans les nuits comme une respiration discrète, traverse les siècles comme un murmure qui ne meurt jamais. L'homme est tombé, mais l'écho de sa présence continue de hanter le monde, invitant ceux qui le souhaitent à marcher dans ses pas, à contempler le poids et la fragilité du pouvoir, et à rêver, une fois les yeux fermés, de celui qui sut traverser son temps et s'inscrire dans l'éternité.